Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Vous écoutez Ado, il est pratiquement 21h. Phénomènes paranormaux. Société secrète, mystère des pyramides, complot d'État, Big Brother. témoignages, révélations. Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité sur ce qu'on nous cache depuis trop longtemps. Quel bonheur, comme chaque soir, de vous savoir fidèle au rendez-vous que je vous fixe quotidiennement sur Ado. Entre 21h et minuit, je vais vous offrir le seul et unique talk show consacré au grand mystère de la vie. Ici, tous les soirs, pas de foot, pas de cul, mais toute la vérité sur ce que vous n'avez jamais entendu ailleurs. Dans tous les cas, avec aussi peu de retenue et surtout avec autant de sincérité. Alors, permettez-moi de vous saluer. Mon nom est Bob et comme le veut la tradition, si je cherche, si je fouine, si je questionne pour comprendre, j'ai besoin de vos réactions, de vos commentaires. Pour cela, une seule solution, les réseaux sociaux, Elliot. Et oui, témoignez et posez vos questions sur le Facebook Bob vous dit toute la vérité sur Ado et sur le Twitter @BobVérité. Et oui, je le dis souvent, mais sans vous, je ne suis pas grand-chose. En tout cas, une chose est sûre, jusqu'à minuit, je vais vous dire toute la vérité. Certains veulent déjà le faire taire. Sur Ado, Bob vous dit toute la vérité. Vous connaissez ma devise, chaque soir j'expose et vous disposez. Et durant les heures qui viennent, je propose de nouveaux témoignages, des révélations, des experts, des invités. Et c'est pour cela que si vous m'écoutez une fois, vous m'écouterez 1000 fois. Voilà pourquoi. En tout cas, si vous ne me croyez pas, c'était hier sur Ado. Si vous ne connaissez pas Bob vous dit toute la vérité, c'est ça. L'alchimie, il y a vraiment une vraie volonté. Bon, je vais vous le dire tout de suite, parce que tout le monde attend. À quoi ça sert l'alchimie? C'est simple, c'est de faire disparaître l'univers. Si on le dit, puisque les alchimistes sont capables de le faire, de prendre un métal et de retirer toute son épaisseur, toute sa colère, puisque nous on en a bien, pourquoi un métal n'en aurait pas? Alors il va s'apaiser, et s'apaisant, il va devenir transparent. Bien que ce soit du verre, si je le laisse tomber, vous entendez bien un bruit de métal ici. C'est du métal, on entend. On pourrait dire que le chamanisme et à l'informatique, ce que seraient les lunettes de réalité augmentée de Google Glass, ils vont vous permettre de vous interconnecter à ce qu'on appelle un monde parallèle. Il y avait un autre mage, un autre sorcier, José Iriarte, qui lui utilisait le plomb. Alors c'était encore plus extraordinaire parce qu'il faisait fondre le plomb, il le recueillait dans la bouche. Tous les soirs, 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Le programme ce soir à 23h, Patrick Sbalchiero pour les miracles et les stigmates. À 22h, Sébastien Fasciné pour le triangle des Bermudes. Et pour commencer, place au dossier qui vous passionne, celui des ovnis. Pour vous en dire toute la vérité, j'ai à mes côtés sur Ado ce soir l'une des figures emblématiques du monde de l'ufologie, Jean-Pierre Petit. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, vous êtes astrophysicien. Je suis ravi de vous accueillir doublement parce que vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui m'ont demandé pendant des mois de vous inviter. Voilà, c'est chose faite et je suis ravi de vous accueillir. Alors, on va bien sûr aborder votre expérience en ufologie. On va aborder tout ce dont et ce pourquoi vous vous êtes battu. Vous avez essayé de faire passer des messages. Vous n'avez pas forcément toujours été compris. On vous a bousculé. On va essayer de comprendre pour cela. Alors, déjà, la naissance de votre intérêt en matière d'OVNI, qu'est-ce qui a suscité, si vous voulez, cet engagement alors que à l'époque, vous étiez au CNRS, donc à une place, entre guillemets, dite sérieuse et dogmatique, c'est-à-dire que la science, elle est très dogmatique, on n'a pas le droit de dire autre chose que ce que la science nous impose, et puis vous avez quand même eu le courage de dire finalement, il faut peut-être envisager autre chose. Je vais vous répondre à cette question, c'est-à-dire que quand c'était dans les années 60 d'ailleurs, j'avais une machine que j'avais construite qui produisait de l'électricité pendant un temps très bref, mais qui transformait un jet de gaz brûlant à 10 000 degrés en énergie électrique. Ça produisait 2 mégawatts et demi avec un générateur qui avait la taille d'une canette de Coca-Cola. Et évidemment, comme cette production d'électricité se transformait l'énergie cinétique, ça ralentissait le gaz, et ce ralentissement produisait une onde de choc. Et comme cette tuyère était à section constante, avant j'étais frappé en me disant c'est curieux, avec des forces électromagnétiques, on peut fabriquer une onde de choc alors que la tuyère est à section constante. Puis des années après, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas empêcher les ondes de choc de se produire autour d'un objet grâce à ces forces électromagnétiques? Donc, ça m'a rapidement conduit aux observations que les gens avaient faites. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit, j'ai vu passer un truc qui allait à telle vitesse, au-delà du clocher et devant la montagne. Et, ça a pris tant de temps. Ce genre de choses, ça a amené à des vitesses de 2, 3, 4 000 km/h au ras des toits.
ça aurait dû faire un bang supersonique qui aurait effondré les toitures, quoi. Et c'est ce qui permettait d'ailleurs à l'époque de dire au président de l'Union racialiste de l'époque, qui était Henry Schatzman, il disait donc ça n'existe pas, parce que comme ces objets auraient dû produire des ondes de choc et qui n'en produisaient pas, c'est qu'ils ne sont pas matériels. Alors, moi, si vous voulez, j'ai écrit ça dans un livre, c'est que on croit que ce sont les chercheurs qui s'approprient les idées. En fait, il arrive que ce soit l'inverse. C'est-à-dire que ce soit des idées qui passent et qui se saisissent d'un chercheur. Alors, c'est vrai que quand on décide d'aller au fond des choses, une idée comme ça ne vous lâche pas. Donc, j'ai dirigé une thèse de doctorat, j'ai publié des tas d'articles scientifiques sur le sujet. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure d'ufologie. C'est un mot que j'aime pas trop parce que je me considère pas comme ufologue, je me considère comme physicien, comme scientifique, c'est tout. Et pour moi, le travail, ça a toujours été, ça continue d'être des communications dans des colloques scientifiques internationaux, des publications dans des comités de lecture. Par exemple, pour les congrès, le congrès de Vilnius, le congrès de Brême, c'est pas des congrès d'ufologie, c'est des congrès de MHD, de physique des plasmas. En septembre, avec Doré, on va se rendre au colloque de Varsovie, qui est aussi un congrès international. On a fait 4 communications en vue des comités de lecture. Donc vous voyez, je suis scientifique, moi je suis pas ufologue. Oui, j'ai bien compris, mais c'est vrai que le monde ufologique a gravé votre nom dans la pierre, parce que c'est vrai que vous avez été l'un des premiers scientifiques à aller et abonder dans le sens de ces ufologues qui cherchaient bien sûr à comprendre ce phénomène ovni. D'ailleurs, à l'époque, parce que ça fait quand même 38 ans que vous vous intéressez et vous travaillez sur ce sujet, est-ce qu'à l'époque, vous vous êtes dit, je me mets en danger ? En danger sous quel angle? Le fait d'être astrophysicien au CNRS et d'éventuellement d'aborder une éventuelle vie extraterrestre avec ces fameuses lettres humides, on en avait souvent parlé, vous en avez souvent parlé. Si vous parlez du danger au plan carrière, c'est évident, mais vous savez, au CNRS, il n'est pas nécessaire de s'intéresser aux ovnis pour être en danger au point de vue carrière, il suffit d'innover. Regardez, un homme comme Benveniste, qui était un grand ami à moi, il a fini par en mourir, c'est tout. Bounias aussi. Benveniste, simplement, a amené des idées nouvelles. Ça suffit pour être crucifié. Donc ça, si vous voulez, je l'avais prévu, j'en avais tenu compte, et disons que j'avais assez d'abattage pour me défendre. Voilà. Parce que c'est intéressant ce que vous me dites. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de s'intéresser à l'ufologie pour mourir lorsqu'on est au CNRS, pour souffrir en tout cas. Oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le CNRS est donc planté sur ses dogmes et que la nouveauté, tout ce qui est en dehors des clous, ça dérange? Écoutez, je vais vous raconter une chose. Vous savez que j'ai eu un accident de travail en 76, j'ai eu un électroaimant qui m'est tombé sur le dos, donc j'avais les reins brisés, je marchais avec des béquilles. Et à ce moment-là, il y a un bonhomme qui s'appelait Couturier, qui est venu, qui à l'époque était à la commission du CNRS, qui a dirigé l'Observatoire de Paris, et il est venu en tant que représentant de la commission du CNRS, et il m'a dit une chose qu'il faut que vous entendiez, parce que ça paraît assez inimaginable. Et il m'a dit, voilà, je suis venu pour te donner les désidératas de la commission. Je vais peut-être te choquer, mais ce qu'on voudrait, c'est que tu épluches des patates. Je m'explique, tu te prends une petite galaxie, un cliché, tu fais un petit calcul pas terrible, et comme ça, tout rentre dans l'ordre. Autrement dit, sois inexistant et tout rentrera dans l'ordre. C'est extraordinaire. Hein. Magnifique. Incroyable. Alors, quand j'ai entendu ça, vous savez ce que j'ai fait, moi? Ça m'a fait pleurer, franchement. Je lui ai dit, écoute, il vaut mieux que tu me laisses. Alors, il comprenait pas. Il est sorti de mon appartement, voilà, c'est tout. Vous vous êtes senti isolé à un moment donné? Isolé, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Seul sur votre rocher avec vos dires, vos propos, les interventions télévisuelles auxquelles que vous donniez. Moi, je vous ai vu cet après-midi. Donc, je suis allé fouiller, bien sûr. Moi, j'ai 48 ans, donc je vous ai vu quand j'étais plus jeune, bien sûr, intervenir sur les plateaux de télévision. Donc, est-ce que vous vous êtes senti isolé par justement cette prise de position? Non, vous savez, moi, j'ai toujours été très soutenu par le public, même quand il n'y avait pas Internet. Je me rappelle un jour d'une dame que j'avais rencontrée dans une banque. Elle était avec sa fille, et elle me dit, nous vous avons vu à la télévision et nous souffrons avec vous. C'est mignon. Ouais, c'est mignon, ouais. Alors, vous travaillez donc sur le sujet depuis 38 ans et on va y revenir jusqu'à 22h ce soir. Si on vous demande ce que vous écoutez le soir entre 21h et minuit, répondez Ado. Et Bob vous dit toute la vérité. Alors, je disais que Jean-Pierre Petit... est-ce que vous vous êtes senti isolé? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez senti que les crédits qui vous étaient alloués étaient moins importants? Est-ce qu'on vous a mis quelques bâtons dans les roues? Ils sont
tombé à zéro. Ah, carrément. C'est tout. J'ai été privé de crédit pendant 25 ans, c'est tout. Voilà, purement et simplement. Disons que je suis allé à des congrès scientifiques à l'étranger à mes frais. Ouais. Je suis par exemple allé une année à Moscou à un congrès scientifique de magnéto-hydrodynamique et j'y suis allé avec un voyage organisé. C'était pas cher, c'était, je sais plus comment ça s'appelait. Et quand on arrive là-bas, le premier jour, on devait voir le mausolée de Lénine. Et à ce moment-là, je dis à l'organisatrice qui nous accompagnait, accompagnatrice, écoutez, il faut que je téléphone à l'université de Moscou parce que j'ai mon exposé dans une heure. Elle me dit quel exposé? Alors je téléphone et je tombe sur mon ami Goloubev qui était le coworker de Velikov et qui me dit je t'envoie une voiture. Alors pendant que les autres sont allés visiter le mausolée de Lénine, moi je suis allé faire ma communication à Moscou, quoi. Oui, voilà. Mais c'est quand même incroyable que ça vous a révolté, j'imagine, à un moment donné, non? Qu'est-ce que vous voulez faire? Être révolté, ça sert à quoi? Je veux dire que je me suis battu, c'est tout. Vous pouvez me considérer comme un battant, je me laisse pas faire, quoi, c'est tout, et ça continue. J'ai beau avoir 76 ans, je ne baisse pas pavillon, quoi, voilà. Ouais. Alors, vous faites des travaux en cosmologie. Alors, bien sûr, c'est pour savoir si les voyages interstellaires sont possibles. Est-ce qu'ils le sont? Écoutez, moi je pense que ce sujet OVNI nous interpelle énormément. Bon, déjà, il y a une chose, c'est que tout a démarré à cause des gens qui ont fait des enquêtes, justement qu'on appelle les ufologues, les gens de terrain. Au départ, on n'avait rien. Donc c'est ces gens-là qui sont allés collecter des informations de ce genre. Alors je peux vous dire la chose suivante, c'est que dans cette histoire des phénomènes OVNI, il y a eu deux phases. La première phase, c'est celle de la négation, c'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle les debunkers. Vous savez, ce mot anglais qui veut dire on va démolir ce truc-là. Donc à ce moment-là, les gens qui voyaient des ovnis, c'était des illuminés, c'était ceci, c'était cela. On disait aux gens, vous avez vu Mars. Il y a même une fois, un jour, où il y avait un scientifique qui avait dit à un pilote d'avion américain, ce sont des lucioles qui ont dû se mettre dans le double vitrage de votre cockpit. Vous voyez. C'est n'importe quoi. Bien sûr, bien Donc sûr. ça a été cette phase-là. Maintenant, on arrive à une époque où il y a tellement de témoignages, tellement d'histoires de ce genre qu'on ne peut plus à ce moment-là nier. Alors à ce moment-là, nous entrons dans une deuxième phase et ça, vous allez en être témoin en juin, c'est la désinformation. Et la désinformation, il y a ce qui avait été décrit dans un rapport Cometa qu'on appelait la désinformation amplifiante. Et pour faire une désinformation amplifiante, eh bien à ce moment-là, vous abordez un sujet, vous dites un certain nombre de choses vraies et puis des conneries. Et à ce moment-là, les gens qui écoutent ça, ils accrochent sur les conneries, ils jettent le bébé avec l'eau du bain. C'est tout. Alors, le type qui va se livrer à une opération de désinformation, c'est Stephen Greer, qui a sorti un film qui s'appelle Sirius. Ouais, on en a parlé, on a fait 2 heures dessus. Hein, il va être sous-titré en 11 langues. Il va falloir que moi je fasse un commentaire là-dessus. Alors, je peux vous dire ce qui s'est passé. C'est que il a fondé son mouvement Disclosure, c'est-à-dire des incarcérations, en 2010. Et moi, j'ai pris contact avec lui à ce moment-là parce que, justement, j'avais été en contact avec des gens qui travaillaient sur des black programmes américains. Et j'avais donc des informations solides, étayées là-dessus. Donc, je lui ai proposé ces informations. Je les ai même mis à l'époque, puisque j'avais déjà mon site internet, téléchargeable sur mon site internet. Elles ont été téléchargées, et puis il n'a pas donné suite. Et même, il y a une chose, par exemple, vous avez un type qui a fait des émissions assez musclées, qui est Jess Ventura. Hein, oui, bien sûr. Bon, je connais. Bon, ben, Ventura, malheureusement, il a arrêté ses émissions. Sinon, si j'avais été en contact avec Ventura, je lui aurais dit, écoutez, est-ce que vous pouvez pas avoir Greer en lui proposant de mettre les informations de Jean-Pierre Petit dans son circuit, quoi. Mais il veut pas. Il veut pas. Parce que qu'est-ce que fait Greer? Eh bien, il fait venir des gens qui sont des anciens des services secrets américains et à ce moment-là, les témoignages, c'est du genre oui, je vous avouerai que j'ai vu passer des choses étranges. Ah bon, merci monsieur, c'est très bien, quoi, c'est tout. Et alors, il y a même un truc extraordinaire, c'est que maintenant, avec des pinceaux de micro-ondes, on sait fabriquer des faux ovnis, c'est-à-dire des boules de gaz ionisé dans l'atmosphère, comme ce que fait HAARP d'ailleurs. Hein, bien sûr. Et à ce moment-là, on peut faire balader ces boules. Donc à ce moment-là, Greer se met sur une plage et il médite avec des fidèles et il leur dit appelez un ovni. Si vous appelez les extraterrestres avec votre cœur, ils vont apparaître. Et à ce moment-là, l'armée américaine fait apparaître un petit machin, quoi. C'est redoutable, quoi. Mais on est dans le folklore finalement là. Non, on n'est pas dans le folklore, on est dans la désinformation. Total.
Alors, je veux dire que pour Greer, je suis vraiment un grain de sable dans je suis vraiment un grain de sable dans sa mécanique. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bon. Alors, on en a en tout cas parlé. Il y a une question qui va arriver de la part de Thierry. D'ailleurs, je rappelle à tous ceux qui veulent poser une question, n'hésitez pas, 36-28. Vous dites ado, vous serez les bienvenus. Jean-Pierre Petit, on va marquer une première pause. On se retrouve dans un instant. On remplit le frigidaire, on passe l'aspirateur. Et bien sûr, ce soir, le dossier OVNI est ouvert jusqu'à 22h. Mon nom est Bob et nulle part ailleurs. En tout cas, en dehors d'ado, je vous dis toute la vérité. L'univers mesure 46 milliards d'années-lumière. Croyez-vous vraiment que nous soyons seuls? Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Merci de nous écouter à Paris sur 97.8, à Toulouse sur 93.1 et bien sûr partout en France, voire dans le monde, via les players qui sont à votre disposition sur les réseaux sociaux, notamment le Facebook Bob vous dit toute la vérité ou sur le site adofm.fr. Nous sommes avec Jean-Pierre Petit ce soir, astrophysicien, pour aborder le dossier OVNI. On va parler bien sûr, Jean-Pierre, dans quelques instants de la magnéto-hydrodynamique, parce que beaucoup d'auditeurs veulent en savoir plus sur cette magnéto-hydrodynamique. Mais avant cela, il y a Thierry qui est en ligne avec nous et qui voulait vous poser une question au 36-28. Il a dit ado. Bonsoir Thierry. Bonsoir Bob, bonsoir Monsieur Petit. Bonsoir, je voulais savoir, que penseriez-vous d'une éventuelle divulgation? Éventuelle divulgation, je pense qu'elle ne se produira pas, c'est tout, parce qu'actuellement, ce que nous avons, par exemple, la divulgation, c'est le projet Disclosure. En fait, c'est bidon, quoi. Et je veux dire, même quand on prend les soi-disant divulgations, les dossiers français, les dossiers anglais, ce sont des dossiers qui sont vides. Vous savez, le GIPAN ne vous cache rien, simplement, ils n'ont rien dans leur tiroir, quoi. C'est tout. Les Anglais non plus. Par contre, les Américains, c'est autre chose. Mais n'espérez pas qu'il y aura une divulgation américaine, ça non. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, les Américains? Quelle pourrait venir des extraterrestres directement? Pardon, j'ai pas compris. Attends, Thierry, Oui. la question, moi, je voulais venir quand même sur les Américains, parce que là, Jean-Pierre, vous me dites, les Français n'ont rien, les Anglais n'ont rien, les Américains ont quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Disons que moi j'ai rencontré des Américains dans certaines circonstances et j'ai aucune preuve, mais d'après ce qu'ils disent, je pense qu'ils ont effectivement récupéré des épaves. Disons que dans ces années 47-50, ils ont eu des preuves irréfutables comme quoi il s'agissait d'intrusion d'extraterrestres, carrément. Moi je le pense d'ailleurs. Hein. Et à ce moment-là, à partir du moment où on a cette preuve, eh bien, on est obligatoirement lancé dans des recherches sur ce sujet-là. Et disons qu'à partir de cette époque, ils ont cherché à rester les seuls sur ce sujet. Donc il y avait vraisemblablement les Russes avaient aussi quelque chose. Donc les Américains ont certainement été à la fois très vite et très loin. Et donc tout ça doit se tramer dans les tréfonds de l'R51. Là, c'est pas tellement la peine d'essayer de trouver quelque chose. Bon, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, tout à l'heure, vous évoquiez la question de la magnéto-hydrodynamique. La magnéto-hydrodynamique, ça paraît comme ça une sorte de mot magique. En fait, je dirais que c'est une machine à penser. C'est-à-dire que Schatzman avait dit en 75, les ovnis ne peuvent pas être matériels car ils devraient faire une onde de choc, or ils n'en font pas. Bon, moi je pense que ce genre de technologie, ça doit être utilisé pour des petits gadgets, quoi. Prenez un exemple, imaginez un brave sauvage en Papouasie qui doit se poser un hydravion sur un lac. Alors il voit l'hydravion, puis après il voit les types qui sortent un canot pneumatique avec des rames et qui viennent à bord. Et après, une fois qu'il décolle, il arrive à reconstituer le canot pneumatique avec les rames, mais pas l'avion. Et à ce moment-là, ce sera une sorte de preuve qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Bon, disons que la magnéto-hydrodynamique par rapport à la technologie OVNI, c'est comparable à la distance qu'il y a entre le canot à rame et l'avion. Voilà. Mais ce qui est incroyable, Jean-Pierre, c'est qu'à un moment donné, on est quand même à une ère où l'information va vite, on a la sensation qu'on peut pas vraiment cacher beaucoup de choses. Alors si il y a des choses dans la zone 51, c'est quand même assez incroyable qu'il n'y a pas eu des fuites, quand même, c'est dingue. C'est vrai que j'ai fait un petit article au sujet de ces fuites, etc. Prenez par exemple l'histoire de Dimona. Dimona, c'est le réacteur nucléaire souterrain que les Israéliens avaient construit dans le Negev. Bon, eh bien, tout ça a fonctionné pendant les 10 ans ou 20 ans, quoi, jusqu'à ce que Vanenu Mordecai quitte Israël avec des photos, 60 photos qu'il avait prises, et à ce moment-là, le dossier est apparu
paru dans le Times anglais. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Israël a envoyé le Mossad qui a récupéré Mordecai en le faisant séduire par une belle agence, belle espionne, qui l'a ramené à Rome. Il a été cravaté et il a été gardé 18 ans dans une prison de 2 mètres sur 3. Il a été gardé et filmé. Ce qui fait que les gens d'Imona, quand ils rentrent, on leur explique en disant, voilà, si vous parlez, voilà ce qui va vous arriver. Vous voyez? Je vois bien, oui. Et il y avait aussi dans le temps un livre qui avait été écrit par un type du Mossad, qui prétendait l'être. Il disait que quand on arrivait au Mossad, on vous passait une vidéo, on montrait un agent du Mossad qui mourait sous la torture, et on disait voilà ce qui vous arrivera si vous trahissez, mais vous ne trahissez pas. Alors vous voyez, des gens qui viennent travailler dans les 51, si on leur dit ça, si on leur dit on tuera vous, votre femme, vos gosses, etc., c'est très dissuasif, c'est tout. Hein? Mais en même temps, quand vous me disiez tout à l'heure que finalement, vous le disiez à Thierry, la divulgation n'aura pas lieu. En même temps, on entend quand même l'ancien ministre de la Défense canadien qui ouvre sa gueule. On entend Medvedev qui commence à parler. On a la sensation quand même qu'il y a une prise de conscience, qu'on a décidé d'alerter un peu le public, et en même temps, toutes ces informations sont reprises nulle part. C'est-à-dire qu'il y a, à part quelques émissions comme la nôtre, dans lesquelles on parle de tout cela, mais c'est vrai que aucun journal télévisé vous verrez avec ça. Bah, moi, je suis désolé, mais je suis aux 20h, j'ai quand même le ministre canadien de la Défense qui dit, voilà, bah, les ovnis existent, il va falloir qu'on prenne ça en considération, etc. J'en fais un sujet, et non, ça passe au travers. Oui, mais quand vous prenez, par exemple, ce gars qui est ancien ministre de la Défense canadienne, il est très sympathique, il parle de manière très très ferme, et lorsque vous lisez son livre, et lorsque vous cherchez ses sources, vous vous apercevez que ses sources, c'est un contacté qui a un nombre considérable de contacts télépathiques avec des aliens. Ah oui, c'est un peu embêtant, un truc comme ça. Hein. Donc, ça fait pas très crédible. Et bon, moi j'aimerais plutôt évoquer ce que nous on fait actuellement. Disons qu'en 2007, il y a des jeunes de 35-40 ans qui m'ont contacté en disant « Monsieur Petit, on aimerait faire quelque chose. » Bon, moi j'étais dans mon coin à faire de la cosmologie et ils voulaient faire des expériences. Il y en a un qui avait un garage. Bon, ok. Alors après, il nous fallait de l'argent, donc j'ai écrit un livre. On a édité le livre, ils l'ont vendu par correspondance, ça remplit les caisses de l'association UFO Science, et puis on a commencé à faire des expériences. Avec Mathieu Adair. Avec Mathieu Adair et avec surtout avec Jean-Christophe Doré. Si vous voulez, ce qui est drôle, c'est que Jean-Christophe Doré et moi je suis Doc et lui c'est MacGyver. Ah non, mais vous savez, Jean-Christophe Doré, c'est MacGyver. Moi je suis admiratif pour ce garçon, c'est incroyable. Donc ils en voulaient. Hein, avec Mathieu Adair, ils ont d'ailleurs initié cette histoire des bonnettes à réseau. Je crois que Mathieu m'a envoyé un message. Actuellement, ils ont diffusé dans 30 pays 3500 bonnettes à réseau. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, il en faudrait 100 000 pour qu'on ait un résultat. Hein. Alors, on explique peut-être que c'est en fait, ce sont les réseaux de diffraction qui permettent, grâce à ces petites choses, d'identifier un ovni. En fait, c'est ça. Bah, disons que ça permet d'obtenir un spectre. Vous savez, avoir une image lumineuse, ça sert à rien. Moi, quand les gens me disent j'ai pris une photo, ça sert à rien. Si on avait un spectre d'ovni, on aurait des tas d'informations scientifiques. Et évidemment, on ne peut pas tout faire. S'il y avait quelqu'un qui me dise, écoutez, moi j'ai beaucoup de moyens, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, essayer de convaincre un fabricant de téléphone portable. Sur les téléphones portables, il y a un appareil photo, il y a tout ce qu'on veut. Ma femme a même installé une lampe électrique récemment. Bon. Eh bien, s'il y avait un petit bouton qui fait que, clac, on fait glisser un réseau, on pourrait prendre un spectre d'OVNI. Et s'il y avait 100 000 appareils portables avec un truc comme ça, on aurait un spectre d'OVNI dans les 8 jours. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà. Alors, Jean-Pierre Petit est avec nous et Thierry est toujours avec nous. Thierry, tu avais une autre question. Oui, pensez-vous, monsieur Petit, que la divulgation peut venir unilatéralement du côté extraterrestre? Non, je pense pas, parce que disons que dans ces histoires-là, effectivement, ce qui nous a beaucoup fait réfléchir, on se met à la place de visiteurs, comme un certain nombre de choses. La première, c'est que dans le monde entier, tous les services officiels, sans exception, qui se sont intéressés aux ovnis, sont toujours l'émanation de l'armée. Et la seule motivation, y compris en France, y compris le CNES, etc., n'oubliez pas que le GEPAN a été créé par le général Fillard, qui a dirigé la DGA, qui est la délégation générale de l'armement. Ce sont des militaires, bien tout ça. Et ce qu'ils cherchent, c'est des armes, c'est tout. Et quand vous regardez le rapport Cometa, c'est la conclusion, c'est les Américains doivent être beaucoup plus en avance que nous. Il faut aussi qu'on sache des choses. Quoi. Et en fait, on s'est dit,
tout d'un coup des gens sont confrontés à l'évidence qu'il y a des visiteurs extraterrestres qui viennent, qui ont une technologie supérieure. Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire ça? Et que ça, on va essayer de capter un bris de technologie pour faire des armements. Alors, mettez-vous maintenant à la place de visiteurs. C'est ce que dit d'ailleurs Eyler, l'ancien ministre canadien. Il dit, on a eu la réaction, on tire d'abord et on réfléchit ensuite. Bien sûr. Ça. Et ça n'a pas changé depuis 50 ans. C'est tout. Et moi, j'ai eu face à moi un type, Gilbert Payan, qui était une véritable catastrophe, qui nous a emmerdés pendant des années. Et je me rappelle, je lui ai demandé quelle était sa motivation. Il m'avait répondu, ces gens violent notre espace aérien, c'est inadmissible. Moi, je croyais qu'il faisait de l'humour. Je pense que c'est ce qu'il se croyait vraiment. Donc, vous voyez, comment dire, vous êtes face aux terriens. Je vais reprendre une boutade qui n'est pas de moi, mais qui est très bien vue. Pourquoi est-ce que l'intelligence extraterrestre existe? La preuve, c'est qu'ils ne prennent pas contact. C'est bon, ça. Pour passer à l'antenne. Appelez Bob au 3628 et dites ado. Ah, c'est une très très bonne vanne, Jean-Pierre Petit. Merci en tout cas Thierry d'avoir été avec nous. Et puis on a Jean-Marc également qui voulait vous poser une question. Bonsoir Jean-Marc. Oui, bonsoir Bob, bonsoir Monsieur Petit. Alors quelle est votre question? Alors j'en aurai deux, je commence par la première, qui concerne les crop circles. Puisque les crop circles à l'origine sont soupçonnés d'être des traces d'atterrissage de soucoupe, on appelait ça des nids de soucoupe. Et Monsieur Petit avait développé une théorie, comme quoi ce serait des militaires américains qui testeraient une arme à base de micro-ondes et autres. Donc j'aurais voulu savoir aujourd'hui, puisque la théorie date un petit peu, la position de Monsieur Petit sur ce sujet. Moi, je vous répondrai en disant que c'est une autre émission, parce qu'on a peu de temps, et si on s'embarque là-dedans, on s'en sort pas, quoi. Donc, je sors mon joker, parce que ça va nous prendre un bon quart d'heure, quoi. Donc, oui. Bon, alors Jean-Pierre, vous me promettez que vous reviendrez ici pour parler des crop circles. Les crop circles, c'est de militaire, on n'en sait rien, si vous voulez, on n'en sait rien. Je veux dire que il y a des gens qui prétendent qu'ils savent les faire eux-mêmes. Il y a des gens qui prétendent que ce sont des phénomènes extraterrestres. Il est certain qu'avec des l'espace, on est capable de faire des tas de choses, y compris ça. Voilà. Bon, voilà. Je crois que j'ai répondu à la question. Il y a différentes options, et puis la situation reste ouverte. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'ufologie en France? Parce que moi, il y a quelque chose, je le dis souvent, qui me dérange, c'est que on a tous l'impression que tout le monde veut aller dans le même sens, et pourtant personne prend la même route. Nous, on prend la nôtre, et puis je vous dis, notre route, c'est une route de scientifiques, de physiciens, on a des expériences en cours. Vous savez, là, j'aimerais remercier vraiment très chaudement tous les gens qui nous ont aidés, parce que c'est extraordinaire. Je veux dire que quand on a mis ce bouquin en vente, non seulement les gens ont acheté le livre, mais ils ont fait des dons, quoi, et 100 € et 500 €, etc. C'est formidable. Donc grâce à ça, vous voyez, cet été, par exemple, il y a ce colloque de Varsovie où on va aller, mais si on arrive à placer un papier de physique des plasmas dans un grand colloque américain, on ira aussi. Et puis je crois que très rapidement, je vais aller à un colloque de physique mathématique. Ça, ce serait pas possible. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure sur le manque de fric dans le temps. Je suis un chercheur qui ne pouvait pas aller dans le congrès, parce que par exemple une année, on est allé avec Doré à un congrès de physique de MHD en Corée. Vous vous rendez compte, la Corée, c'est l'autre bout de la Terre. Et ben, à 3, ça fait 3 000 €. À 2, ça fait 3 000 €. Quel est le Pékin retraité qui peut allonger 3 000 € dans un colloque? Personne. Tandis que grâce au public, maintenant, on peut faire des choses comme ça. Bien sûr. En tout cas, il est toujours là, et il est là tous les soirs ici sur Ado, entre 21h et minuit, puisqu'on ouvre très souvent le dossier OVNI. Pas mal de questions arrivent sur la page Facebook, et Elliot va vous en livrer une. Oui. Est-ce que vous recevez toujours des lettres humides? Mais vous savez, c'est pas nécessaire de recevoir des informations de ce genre pour travailler. Ce dossier-là, puisque vous l'évoquez, je ferai une réponse en disant c'est un dossier très intéressant, il l'a toujours été, il l'est toujours. Et on n'a pas fini de l'exploiter, c'est tout. Donc, nous continuons à travailler dans cette veine. Je peux vous dire la chose suivante, c'est que sans ces textes-là, jamais je n'aurais envisagé deux entités cosmiques qui aient des flèches du temps opposées. C'est quelque chose de complètement
Parce que moi, je vous ai vu Jean-Pierre aujourd'hui dans une émission de télé. Au sérieux, vous dites quelque chose qui est assez incroyable, c'est-à-dire que certains de vos travaux, certains de vos écrits, de ce que vous avez publié, en fait, étaient des infos que vous aviez reçues dans ces lettres humides. Et c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que vous disiez également que la teneur des propos dans ces lettres était, ne pouvait être que les textes de gens qui pouvaient connaître et pas de petits jeunes étudiants qui faisaient des canulars. Voilà, je vais répondre à cette question, mais avant de répondre à cette question, je vais quand même faire une petite parenthèse. Disons qu'au printemps dernier, j'ai été invité par un mathématicien de Toulouse à faire 3 séminaires de 2 heures au département de mathématiques de Toulouse. Bon, et ce type-là avait ses entrées dans une grande maison d'édition allemande qui s'appelle Springer, et son but était de travailler avec moi et qu'on fasse un livre ensemble en mélangeant ses connaissances et les miennes, etc. Donc il pensait que tout allait se passer très bien. Et puis, avant que j'arrive, il me téléphone et me dit c'est une catastrophe, aucun astrophysicien ne voudra venir à ces séminaires. Ah bon? Et en fait, il y a eu une véritable levée de bouclier à Toulouse, et disons que j'ai eu 6 personnes au premier séminaire, et 3 au second, et 3 au troisième, des retraités, quoi. Disons que c'est un peu comme si on disait, si vous allez au séminaire de Jean-Pierre Peffer, est foutu. Et en fait, le fait d'avoir, non seulement de s'être intéressé au sujet OVNI, mais d'avoir envisagé que des contacts soient possibles, ça vous, comment on appelle, ça vous excommunie non complètement. Je suis totalement excommunié. Je suis interdit de séminaire. J'ai essayé vainement de faire un séminaire chez Rovelli à Marseille, qui est le spécialiste de la gravitation à boucle. Porte fermée. La porte est fermée partout. Par contre, pas dans les colloques. Donc je vais aller dans les colloques. Je vous donne un exemple. Oui, mais Jean-Pierre, ça va durer combien de temps, ça? Parce qu'on voit bien que le public a envie de savoir. Les gens vous suivent, les gens ont fait des dons pour votre bouquin, etc. Et pourquoi cet establishment comme ça, vous êtes persona non grata partout? Mais c'est la peur, vous n'imaginez pas. Je vais vous donner la réponse sous forme également d'une anecdote. Il y avait un type qui s'appelle Philippe Boulanger, qui était rédacteur en chef de Pour la Science. Et il y a plus de 20 ans, dans son bureau, il me dit, je vais t'expliquer pourquoi le sujet OVNI ne m'intéresse pas. Ah bon? C'est intéressant ça. Alors il me dit, oui, il y a X années, j'étais dans un club d'échecs, j'étais classé, je faisais des championnats, j'étais tout content. Et puis un jour arrive un maître aux échecs et il nous donne des cours. Et je lui dis, est-ce que vous allez faire des parties avec nous? Il me répond, non, c'est pas la peine. Puis à un moment, dans un café, je le coince, je lui mets un échiquier sous le nez avec, vous savez, la petite pendule, hein, et je lui dis, allez, on se fait des petites parties blitz. Alors, il m'a répondu en soupirant, oh, si vous voulez. Puis il a fait 5 parties, il s'est fait rétamer complètement. Il a eu là cette phrase, depuis, je n'ai plus jamais rejoué aux échecs. Alors, traduisez ça en termes d'OVNI. Tout d'un coup, des extraterrestres arrivent à Pour la Science, voient M. Boulanger, le rédacteur en chef, et dit, c'est vous, le rédacteur en chef de cette petite revue avec laquelle on fait rigoler les gosses. Et à ce moment-là, voilà, c'est ça, c'est la peur de perdre son statut. Mais essayez d'imaginer le Vatican à qui on expliquerait, je ne sais pas, des choses qui mettraient en doute leur dogme, c'est tout. Bon, il y en a beaucoup, hein. Bon, on en reparlera un jour peut-être, Jean-Pierre. En tout cas, on se retrouve dans un instant après la pause pour continuer à parler de ce dossier OVNI. Vocation 3628, vous dites ado, alors tout simplement sur la page Facebook, Bob vous dit toute la vérité. Merci de nous écouter. Contrairement à ce que disait Fox Mulder, la vérité est ici. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Merci d'être chaque jour de plus en plus nombreux à vous brancher le soir entre 21h et minuit sur Ado pour m'entendre vous dire ce qui ne se dit nulle part ailleurs. En tout cas sur les ovnis, les phénomènes paranormaux, les complots d'État, les sociétés secrètes. Et puis d'ailleurs, je vous rappelle que il y a l'application téléchargeable gratuitement sur l'App Store ou Google Play, ça dépend de vos smartphones. Et dans les 2 jours qui viennent, on lancera également le site internet Bob vous dit toute la vérité. En attendant, sachez que Jean-Pierre Petit est avec moi pour le dossier OVNI. Il est astrophysicien, figure légendaire quand on parle d'objets volants non identifiés et d'extraterrestres. Jean-Pierre, on va avoir Yann qui dans un instant au 3628, on n'arrive pas à le joindre, donc on l'aura pas, mais il voulait poser une question, alors je vais peut-être vous la poser puisqu'il je la connaissais sa question, mais j'en ai une autre. Quelle est la gangrène du dossier OVNI pour vous aujourd'hui? Là La gangrène du dossier OVNI, c'est quoi aujourd'hui pour vous?
C'est le fait que les scientifiques s'en détournent, qu'ils ont une peur terrible de ce genre de choses. Mais vous savez, c'est pas forcément la même chose dans tous les pays. La France, je crois, est particulièrement bloquée sur ce plan-là. Je vais vous citer une histoire. En 2010, on est allé au congrès de Jeju en Corée avec Doré et on a présenté son travail expérimental. Et son travail expérimental, même fois, il y avait une enceinte dans laquelle il y avait un petit objet discoïdal, puisqu'on est vraiment dans les soucoupes, il n'y a pas de problème. Et puis, il y avait un plasma qui était déconfiné, qui foutait le camp dans la chambre. Et à ce moment-là, grâce à une manip qu'on avait imaginée, qui était assez brillante, qu'il faut dire ce qui est, eh bien, celui-ci retournait à sa place, comme ça. Donc, j'ai fait un exposé, et les gens pourront même trouver la vidéo de cet exposé sur Internet. Et à la fin de l'exposé, on entend même la réflexion du chairman coréen qui dit « Mais ce que vous nous montrez là, est-ce que vous n'êtes pas en train de fabriquer un ovni, quoi, un UFO ?» Moi, j'ai dit « Écoutez, j'aurais pas prononcé ce mot, mais puisque vous me le dites, ben oui, exactement, c'est ce qu'on fait. » Et il n'y a eu aucun rire dans la salle. Vous savez, les gens ont pris des notes, c'est tout. On était entre scientifiques qui discutent. Je veux dire, ce sont les imbéciles qui rigolent, qui haussent les épaules, qui prennent un air suffisant. Et c'est très français. C'est agaçant, c'est tout. Oui, et en même temps, Jean-Pierre, on est quand même le premier pays à s'être doté d'un organisme comme le GEPAN. C'est un organisme de désinformation. Vous n'avez pas encore compris. Je veux dire que ce GEPAN... Je vais vous donner un exemple, par exemple. À un moment, j'ai essayé de développer des recherches. Après avoir vraiment essayé de le faire au CNES, j'ai essayé de le faire au CNRS. Donc, il se trouve que j'ai rencontré Papon, qui était directeur général. Je l'ai branché, je lui ai parlé. Je lui ai dit qu'on pouvait faire des recherches expérimentales passionnantes là-dedans, donc de supprimer une onde de choc, par exemple. Et à ce moment-là... il a fait une chose, c'est qu'il m'a convoqué avec René Pelat, qui est décédé maintenant, qui a fini au commissaire à l'énergie atomique, donc c'est un homme très, très ambitieux, un polytechnicien, et il convoque donc Pelat, et Jean-Pierre Petit, Pelat étant le directeur scientifique de Jean-Pierre Petit. Et à ce moment-là, il demande à Pelat, ce projet que propose Jean-Pierre Petit, est-ce que ça tient debout ? Pelat tire une gueule de 6 pieds de long et dit oui. Bon, dit Papon, on donne suite. Ça a duré un quart d'heure. Il est sorti. Et à ce moment-là, je dis à Pelat, mais comment se fait-il que ça se passe si mal au CNES avec ce GEPAN et tout ça? Et à ce moment-là, il a eu cette phrase que je n'ai pas reproduite dans un livre. Il m'a dit, si on avait vraiment voulu résoudre le problème, crois-tu qu'on aurait pris des cons pareils? Sympa. C'est sympa. Comment voulez-vous que je vous dise, quand vous voyez par exemple le livre qu'a sorti Claude Poher sur les universons, c'est consternant, quoi. Il y a une nullité scientifique totale. Prenez Esther, prenez tout ce qui est suivi, prenez les successeurs au GEPAN, et on prend des retraités, des gens qui sont à 2 doigts de la retraite, et puis ils viennent, ils font un peu de blabla, c'est tout. Alors pourquoi est-ce que ça se passe si mal? J'en sais rien, quoi. C'est peut-être simplement de la médiocrité ambiante, mais il n'y a rien, quoi. C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'aux yeux du monde, on nous envie le Cometa, c'est vrai que le rapport est assez incroyable, on nous envie même cet organisme qu'est le GEPAN, parce que beaucoup de pays n'en ont pas, et en même temps, ça n'avance pas beaucoup plus que ça. Alors, non, attendez, à propos de cette envie, vous évoquez le colloque de Pocantino dans la maison de Rockefeller, et à ce moment-là, le colloque était organisé par Peter Sturrock, Sturrock qui est un authentique physicien des plasmas, qui lui est au courant, et c'est un des informateurs. Et il avait inventé toute la bande, invité toute la bande, il y avait en particulier Velasco, qui était tout content avec son FEPRA, là. Et à ce moment-là, Sturrock a dit, nous vous envions d'avoir un service comme ça. Et dans sa barbe, il pensait, espèce de con. Bon, voilà, c'est tout. Sturrock, c'est un bonhomme que j'ai rencontré, et lui, il est vraiment au courant. Je ne sais pas s'il est mort ou pas, il est âgé maintenant. Mais c'est un désinformateur chef. Alors, on va revenir sur quelque chose qui interpelle beaucoup de nos auditeurs, c'est la magnéto-hydrodynamique, pardon. On va trier. La MHD, c'est plus facile. Magnéto-hydrodynamique. Vous avez fait une expérience, ça a fonctionné. Il y avait une question de Yann donc, qui est arrivée. Est-ce qu'on peut déterminer en années l'avance technologique d'une civilisation maîtrisant la MHD, justement? Oh, mais la MHD, c'est rien du tout. On maîtrise ça.
je vous ai dit tout à l'heure, il y a autant de différences entre les MHD et ce qu'on vise après qu'entre un cadeau arabe et un avion. Quoi. Vous voyez, la MHD, c'est un mot, c'est pas grand-chose. On a la possibilité, je pense, dans les mois à venir, de monter une nouvelle série d'expériences. Après, on va faire des expériences en physique des gaz ionisés, et puis on va faire des expériences en hydraulique. On va monter Maintenant, il y aura de l'eau et on aura une maquette qui va aspirer la flotte. Alors on a quelques soucis de liaison, Jean-Pierre. Je ne sais pas si vous avez mis des piles dans le téléphone, mais quoi qu'il en soit, ça coupe de temps en temps. Il faudrait peut-être le faire fonctionner à la magnéto-hydrodynamique, votre téléphone, parce que ça coupe un peu. Alors on va peut-être profiter de pendant qu'on a Jonathan, de vous rappeler. Raccrochez, Jean-Pierre, on vous rappelle dans un instant sur une autre ligne peut-être. En tout cas, Jonathan est avec nous. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir. Vous avez quel âge et vous nous appelez d'où ? 30 ans du côté de Versailles. D'accord. Alors, on va rappeler Jean-Pierre Petit. Je rappelle que vous êtes nombreux ce soir, Elliot, sur la page Facebook. Oui, les gens sont fans de Jean-Pierre. Ouais, vous pourriez être un peu fan de moi quand même. C'est-à-dire que là, je me sens seul sur mon rocher. Quand même. Ils sont fans tous les soirs de Bob, mais là, ce soir, c'est Jean-Pierre. Moi, je suis Bob et je suis Petit. Alors, Jean-Pierre, on essaie de le joindre à nouveau. En tout cas, vos questions, bien sûr, vous les déposez sur la page Facebook. Bob vous dit toute la vérité. Au 3628, vous dites ado et on vous rappelle. Jonathan, vous, la question, elle est posée sur la révélation des pyramides, c'est ça ? Oui, voilà. En fait, comme Jean-Pierre Petit s'est souvent intéressé, en fait, il a fait pas mal d'articles sur les pyramides, la construction, et également sur le moulage des pierres avec la théorie de Davidovitz. En fait, j'aurais aimé savoir s'il avait vu le film La Révélation des pyramides et ce qu'il en pensait en fait. Alors, Jean-Pierre, on vous a récupéré. Jonathan, vous posez cette question, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais est-ce que vous avez vu le film ? Parce que, bon, c'est vrai que lorsqu'on parle des pyramides, il y a toujours une théorie ovniesque, entre guillemets. Il vous demande, est-ce que vous avez vu, alors c'est un autre sujet, je sais, mais brièvement, peut-être pourriez-vous y répondre, est-ce que vous avez vu le film La Révélation des pyramides de Jacques Grimaud et Patrice Pouillard, et quel est votre point de vue ? Là encore, je vous dis, ça demanderait une émission tout seul. Je vais simplement vous raconter une anecdote à ce sujet. Je me suis beaucoup intéressé à l'égyptologie et mon beau-père, quand j'avais une dizaine d'années, avait un objet dans un de ses tiroirs qui était un obélisque en grès rose dont le bout était cassé, mais ça faisait quand même un truc qui faisait 30 cm de long. Et cet objet, je l'ai vu de ma 10e année à ma 25e année. Vous voyez, c'était quelque chose qui faisait partie de la famille. Et bien, cet objet était en pierre, il n'est pas flexible mais articulé. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre cette pierre et on pouvait la plier. J'ai amené ça à mon prof de physique, ça venait déjà d'Égypte, je veux dire. Et je n'ai jamais entendu parler à un géologue dire que c'était quelque chose de connu. Mais on est dans l'alchimie presque là. Ben, on est dans la microphysique, on est dans une structure cristalline tout à fait exceptionnelle. Alors, est-ce que c'est naturel ? Vous savez, je veux dire que nous vivons à la surface d'une quantité de mystères inimaginables. Ce que ce film, Le mystère des pyramides, a révélé, c'est ce qu'on sait tous, c'est qu'en fait, on sait rien, quoi. Voilà, c'est tout. Et vous avez un type qui passe pour un remarquable imbécile, c'est Jean-Pierre Adam. Ah oui. Vous savez que j'ai fait un peu d'égyptologie, j'ai fait une conférence au Palais des Découvertes à ce sujet-là. J'avais même fabriqué une machine qui permettait de monter des pierres. Vous aviez des gosses de 10 ans qui montaient une pierre de 250 kilos sur un plan incliné, quoi. Et on a demandé à Jean-Pierre Adam ce qu'il en pensait, et il a ricané en disant vous avez utilisé des applications modernes du levier. C'est-à-dire que pour Jean-Pierre Adam, le casse-noix a été inventé au XVIe siècle. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Parce que vous savez qu'on lui a demandé de venir ici, et il refuse en fait, parce qu'on voulait bien sûr confronter Jacques Grimaud avec ses recherches, son travail, et puis Jean-Pierre Adam. Non, il veut même pas l'entendre parler pour lui. Voilà, c'est hallucinant parce que moi, vous savez, un truc qui est dingue, Jean-Pierre, c'est que vous êtes chercheur. Moi, je serais chercheur. Déjà, journaliste, j'ai envie de trouver, mais alors vous, chercheur, c'est encore pire. C'est-à-dire que, moi, d'ailleurs, on devrait changer l'appellation, on devrait dire trouveur. Vous voyez ce que je veux dire ? Au moins, voilà. Exactement. Ça, c'est vachement plus sympa.
Mais oui, si vous voulez, quelquefois, il y a des gens qui disent j'aimerais travailler avec vous, mais nous cherchons des trouveurs, pas des chercheurs. Mais bien sûr. Doré est un trouveur, lui. Voilà. Et en fait, on a la sensation que Jean-Pierre Adon, il veut rien trouver surtout. Il est bien sur son dogme, sur son fauteuil, il a son joli salaire et tout va bien. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Si ce film a montré une chose, c'est sa connerie, quoi. M'excuse du mot, mais quand on voit ce film, la révélation des pyramides et tout d'un coup, paf, à chaque fois, il y a Jean Verrazan qui parle, mais ça fait honte, quoi. Voilà. C'est insupportable. En tout cas, merci d'être avec nous ce soir. On parle d'ufologie, d'ovnis et d'astrophysique également avec Jean-Pierre Petit. Bob vous dit toute la vérité. Sur vos mobiles et tablettes, c'est possible. Avec l'application téléchargeable gratuitement sur l'App Store. Et sur Google Play, bien sûr, si vous avez un téléphone Android. Alors, Fred, du forum Au-delà du miroir, est avec nous ce soir. Il voulait vous poser une question, Jean-Pierre. Bonsoir, Fred. Oui, salut Bob. Bonsoir, monsieur Petit. Alors, quelle est ta question ? Alors, j'avais une question concernant une théorie qui est quand même assez chère aux ufologues. Ouais. Concernant la possibilité d'interaction avec ce qu'on appelle donc couramment les soucoupes volantes et les dimensions parallèles. Et je voulais avoir l'avis de monsieur Petit sur cette théorie. Alors, c'est un peu large, mais savoir un peu ce qu'il en pensait. Effectivement, c'est un peu large. Comment voulez-vous qu'on ait un avis sur une théorie qui est un peu large et qui n'est pas définie, ces univers parallèles, ces interactions. Vous savez, c'est un petit peu ce que vous dira Stephen Greer dans son film Sirius. Vous mettez sur une plage, vous méditez et les ovnis apparaissent. Je veux dire, ça, c'est un versant, disons, paranormal de l'ovni qui avait été beaucoup utilisé par, comment il s'appelait, Jacques Vallée, quoi, pour nous informer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une composante paranormale dans le phénomène. Moi, je ne suis pas du tout fermé à ce genre de choses, mais malheureusement, ça écarte le monde scientifique du sujet. Et si vous voulez, dans le sens de notre démarche, ce qui est central, vous vous rappelez le rapport Condon. Le rapport Condon disait explicitement le sujet OVNI n'a pas d'intérêt scientifique. Nous démontrons le contraire, c'est tout. Mais c'est juste incroyable en plus de dire ça. Parce que ne serait-ce que pour la technologie qu'on pourrait éventuellement récupérer, en tout cas dont on pourrait s'inspirer, rien que ça a une vraie valeur scientifique. Vous dites, on en a récupéré pas mal. Les armes à énergie dirigée, ça vous dit rien. Les systèmes à crop circle qui vous permettent d'envoyer des rayons d'ondes millimétriques qui vous brûlent la peau à 200 mètres. Mais ça, c'est une retombée du phénomène OVNI, c'est tout. Ah oui, c'est des réalités. Regardez par exemple la série des émissions de James Ventura. Quand il a voulu aborder la question du rayon de la mort, enfin des armes à rayons, eh bien sa collaboratrice, elle s'est dégonflée alors qu'elle avait fait 17 émissions. Elle a dit non, j'ai la trouille. Et ensuite, il y a un type qui s'appelait Fred je ne sais quoi, là, qui lui prétendait avoir beaucoup de choses à dire dans ce domaine. Il est mort 24 heures après. Voilà. Alors je conseille d'ailleurs une émission de Jess Ventura sur l'aéroport de Denver qui est juste extraordinaire. Elle est vachement bien. Elle est super bien. Le mec avait des coronesses, il y allait quand même. Donc c'était assez sympa. On aurait bien aimé le rencontrer parce que moi je l'aurais lancé sur Greer et je crois qu'il l'aurait pas lâché. Il l'aurait pas lâché. Fred, merci d'avoir été avec nous. T'avais une autre question peut-être ou pas du tout? Non, pas sur le coup. En fait, je voulais surtout remercier M. Petit pour ce qu'il a fait, ce qu'il continue à faire, et puis le courage dont il fait part. Et ben voilà, c'est fait. En tout cas, il t'a entendu. Merci mon Fred. Pour passer à l'antenne. Appelez Bob au 3628 et dites ado. Vous savez, Jean-Pierre, lorsque je vous ai vu dans une émission de télé, c'était avec Berkoff sur la 5, ça vous regarde, ça s'appelait. Il y avait à côté de vous une femme qui était du Figaro, je crois, journaliste scientifique, et qui disait... oui, je vais vous raconter des histoires très drôles. Voilà. Alors, là, j'ai eu l'impression, 2 secondes, j'ai eu l'impression que justement, elle était là pour désinformer. Vous savez pourquoi? Parce que vous... D'accord, Martine Castello a dit tout un tas de conneries. Et quand on est sorti, j'ai dit à Martine Castello, mais pourquoi est-ce que vous avez dit des choses pareilles? Elle m'a dit, c'est ça ou ma carte de journaliste scientifique qui sautait. Texto. D'accord, ok. On est bien d'accord. J'ai bien compris la même émission, alors c'est bon ça. Alors maintenant, j'ai d'autres choses à vous raconter sur Martine Castello, c'est encore plus drôle. En fait, c'est elle qui a provoqué le fait que j'ai écrit le premier livre sur les textumites, la enquête sur les extraterrestres, etc. Parce que figurez-vous qu'à un moment, j'étais chez Fariols, et Fariols reçoit une lettre encore de ces mystérieux correspondants. Et dans cette lettre, il faisait un peu une sorte de critique de tous les livres qui avaient été publiés sur le sujet. C'était pas tendre. Et à un moment, ils disent,
il y a même 3 Français qui sont en train d'écrire un livre qui sont encore plus stupides que tous les autres réunis. Et Martine Castelot était venue nous voir plusieurs fois, soi-disant pour faire un article dans le Figaro magazine. Alors, je me suis dit, les 3 Français, ça doit être Martine Castelot et 2 copains à elle. Donc, quand j'étais rentré, j'ai téléphoné à Martine Castelot. Je dis, alors Martine, vous êtes en train de faire un bouquin avec 2 copains sur le sujet homo. Et elle se décompose complètement. Je me dis, mais comment est-ce que vous savez ça? Ah oui, parce qu'elle faisait ça chez Robert Laffont. Et généralement, quand on prépare un coup pareil, on est extrêmement discret. Alors, mais je lui dis, mais c'est une lettre humide qui nous l'a appelé. Alors là, vraiment, elle flippait, quoi. Alors, il y avait ça. Il y avait aussi le fait qu'à l'époque, j'avais été foutu à la porte de l'Observatoire de Marseille sur lettre de cachet par James Lequeux, alors que je me tenais relativement sage, quoi. Tout d'un coup, je me suis dit, bon sang, je vais leur donner de bonnes raisons de me détester cette fois-ci. Donc j'ai écrit le bouquin. D'abord, comme Martine Castelot allait sortir son bouquin, je me suis dit, ils vont mettre que des conneries. C'est bien ce qui s'est passé, quoi. Mais parce que moi, quand je vous ai vu dans l'émission, vous abordiez l'émission en plus d'un côté vraiment scientifique. On s'est dit, tiens, et elle arrive avec cette philosophie de vie, mais du grand n'importe quoi. Et on se dit, mais ça casse tout. Et vous savez quoi? Je pense que c'est ce qui met à mal, en fait, l'ufologie, le dossier OVNI. C'est parce que, et d'ailleurs, Stephen Greer, le côté New Age qu'il apporte, c'est le truc qui me dérange le plus, moi. Le côté un peu peace and love, etc. Et c'est dommage de pas aborder, justement, comme vous le faites, comme UFO Science le fait, Mathieu Adair et toute son équipe, et dont vous êtes à l'origine d'ailleurs, le fait, c'est-à-dire avec vraiment le côté scientifique, parce que au départ, je pense à mon sens que c'est vraiment quelque chose de scientifique. Avoir des engins qui traversent et qui survolent en toute impunité le sol mondial, qu'on n'arrive pas à récupérer. On a vu Jack Crane ici, qui est venu nous dire quand même que, alors qu'il est à Mach 1, il y a un truc qu'il a déposé comme s'il était à vélo à côté d'une Ferrari. Donc, on se dit à un moment donné, il y a bien un truc scientifique quand même, on a tous envie de savoir. Eh ben non, voilà, on met des mecs comme ça, ou des nanas, qui viennent à des micros dire tout et n'importe quoi. Hein. Mais Martine Castelot, on lui avait dit, si vous ne faites pas ça, vous perdrez votre carte de journaliste scientifique. Et elle a baissé ce qui lui servait de culotte, c'est tout. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Oui. Alors, quelles sont vos prochaines recherches, là, Jean-Pierre? Parce que vous êtes toujours actif, malgré vos 76 ans, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Donc, vous êtes toujours en plein boom, vous ne lâchez pas l'affaire? Écoute, simplement, je suis un peu fatigué, quoi. Ouais. 76 ans, on n'est plus aussi actif qu'avant, quoi. Bon, alors mes prochaines recherches, disons que il y a Doré à Rochefort. Vous voyez, ce que j'avais un journaliste au téléphone tout à l'heure, et il disait, en Amérique, ils ont l'air 51, nous on a Rochefort. Ouais. alors, c'est vrai que quand on a présenté la communication à Jésus, il y a une photo, d'ailleurs elle est dans le site de notre installation, et cette photo elle est sur fond blanc, et le fond blanc c'est un drap de Madame Doré qui cache les bicyclettes et la machine à laver, quoi. C'est extraordinaire. On va peut-être quand même bénéficier de locaux un peu plus développés. Là, j'ai dit qu'on allait faire des travaux en hydraulique, en montrant des écoulements. Et puis, on va sans doute faire des choses qui mettront en jeu des micro-ondes. Et je crois qu'à terme, on a le but d'installer une soufflerie hypersonique. Ah, très bien. Alors, une soufflerie hypersonique, il y en a à Orléans, et c'est le CNRS qui a construit ces souffleries. Vous imaginez bien que ce ne sont pas des recherches civiles, c'est des recherches militaires, tout pareil. Et en fait, vous avez entendu parler d'Aurora. Aurora, c'est une récupération complète de cette technologie primitive, d'ailleurs, avec des entrées d'air contrôlées par MHD, quoi. Donc, les Français se sont dit, on va essayer de faire notre propre Aurora à nous. Donc, à ce moment-là, ils ont construit à Orléans le complexe Icare avec des souffleries hypersoniques. Ils les ont mis en régime permanent. C'est idiot. C'est pas la peine. Nous, on fera un grand bidon dans lequel on fera le vide, avec une pompe à vide qui sert à traire les vaches, c'est moins cher. La vanne à ouverture rapide, ça va être une membrane qu'on va percer avec un clou. C'est des expériences qu'on va démarrer avec un marteau de commissaire-priseur, en gros. Mais après, ma foi, la petite machine qu'on met dedans, ça, c'est plus sophistiqué, quoi. C'est un peu de la micro-technologie. Voilà. Et la recherche qu'on a, on a tout un projet de recherche. Et puis, cet été, je pense que je vais présenter des travaux dans un colloque de physique mathématique, parce que ça, c'est l'autre plan. Et
je vous ai raconté tout à l'heure cette histoire à Toulouse, très choquant quand même. C'est extrêmement choquant, tout pareil. Vous savez, une fois, je suis allé dans un colloque d'astrophysique à Montpellier, et je devais faire une communication sur la structure spirale des galaxies, ce qui n'avait rien à voir avec le sujet OVNI. Et il y avait un type qui s'appelait Bosma, qui était d'ailleurs un collègue, qui était à l'Observatoire de Marseille comme moi, et tout d'un coup, l'organisateur du colloque me dit il y a un problème, c'est que vous êtes dans la session dont s'occupe Bosma, et Bosma a dit si Petit parle, je m'en vais. Ah, alors je dis qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire passer dans une autre session. Bon, d'accord. Et puis les jours ont passé, et j'ai dit au type dans quelle session me ferez-vous passer? Il m'a répondu, et je crois que vous ne vous ferons passer dans aucune session. Ah, super. J'étais interdit de parole. Je vous assure, je suis rentré à mon hôtel à Montpellier. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'ai pas pu pris l'appétit, j'ai pas pu manger. Ah, j'imagine bien, Vous imaginez, pour un chercheur, être interdit de parole, c'est inimaginable. Mais c'est le goulag, on a la sensation de se retrouver en Russie il y a bien longtemps, c'est-à-dire qu'on empêche de parler, quoi. Mais oui, mais il y a aussi une chose, si vous voulez, c'est qu'on vous empêche de parler et on vous empêche même de débattre. Oui, bien sûr. Si vous voulez, moi, je n'ai jamais perdu un combat en séminaire. Il y a une chose que vous ne savez pas dans le public, c'est l'agressivité du monde de la recherche. Quand moi, j'ai commencé, j'étais jeune chercheur dans les années 70. Je me rappelle, je suis allé à un congrès d'astrophysique théorique à Bure-sur-Yvette en 1974. Et il y a un Américain, une cinquantaine d'années, qui a dit les travaux de Jean-Pierre Petit ont l'air intéressants, mais malheureusement, ils contredisent les théories des Lincoln. Moi, j'ai répondu, si vous l'appliquez correctement, ça ne vous arriverait pas. Et en 2 lignes, je l'ai foutu par terre. J'ai également démoli un type qui s'appelait Delcroix. À chaque fois, on essaie de vous ridiculiser. Aux Indes, j'ai fait un jour un exposé. Le directeur de l'Institut physique mathématique a dit que ce que je disais, c'est des conneries. Il faut répondre, c'est tout. Alors, maintenant, on sait que je ne suis pas plantable, disons. Vous savez, ça craint quand on m'agresse en séminaire. Je réponds très poliment, mais j'ai le théorème facile, vous voyez. Oui, mais c'est ce qui vous a fait tenir quand même, malgré tout, contre les vents et les marées. Vous avez toujours tenu le cap. Mais est-ce que vous avez, parce que là on voit que ce sont c'est pernicieux, c'est pervers, c'est-à-dire qu'on vous fait venir, finalement on ne fait pas parler, etc. Est-ce que lorsque vous avez pris le parti pris de parler et de l'ouvrir, est-ce que vous avez eu des pressions de la part des pouvoirs publics, de l'armée, des choses comme ça? Est-ce qu'on vous a approché en disant « faudrait fermer votre gueule » ? Oui, bien sûr. Et même des menaces physiques par téléphone. Oui. Ah oui. C'est pas le genre de choses qui m'arrêtent. Vous savez. Non, ça c'est. D'accord. C'est quand même déroutant, quoi. Ben oui, et puis surtout on a essayé de m'acheter, c'est-à-dire que au CNRS c'était si vous vous contentez de faire des lenturlus et de la bande dessinée scientifique, vous pourrez aller dans tous les musées de la Terre et vous aurez une vie de rêve. Et il faut arrêter de parler d'OVNI. Je dis je m'excuse, c'est un sujet qui m'intéresse, je maintiens, c'est tout. Voilà. Est-ce qu'il y a des chercheurs aujourd'hui qui se mettent dans vos traces? Est-ce que vous sentez qu'il y a une jeune garde qui est un peu plus ouverte et qui éventuellement pourrait avoir le courage que vous avez eu? Si vous voulez, le courage, je dirais pas ce que j'aurais tendance à les dissuader, parce que même quand il y a des gens qui veulent... D'abord, il y a beaucoup de jeunes qui disent j'aimerais être astrophysicien, ou j'aimerais ceci, j'aimerais être cela. Mais vous savez, dans la recherche, si vous n'êtes pas un trouveur, ça sert à rien. Un chercheur, c'est inutile, il faut un trouveur. Un trouveur, c'est quelqu'un qui sait résoudre des problèmes. Bien sûr. Et moi, j'ai essayé de travailler pendant 7 ans avec un type très brillant qui avait fait une normale supérieure en mathématiques, et il n'a jamais été foutu de rien faire. Il y a 6 mois, j'ai un polytechnicien qui est venu me voir, qui était un type qui avait reçu à 18 ans à l'IX et à Polytechnique. C'est le genre de sage savant qui n'est pas foutu de trouver quoi que ce soit. Vous savez, un type qui trouve, c'est un imaginatif. Et dans la recherche, mêler le talent scientifique plus l'imagination, c'est rarissime. C'est comme ça. Eh oui, c'est comme ça. Dans tous les cas, ce dossier OVNI continuera bien longtemps à nous faire parler. Jean-Pierre Petit, on arrive au terme de cet entretien. Il est un peu plus de 22h. Je voudrais vous remercier 1000 fois d'avoir pris le temps de nous accorder cet entretien. Je sais que vous étiez très attentus. Les gens n'ont pas été déçus parce que sur la page Facebook, ça a beaucoup réagi. Oui, ils sont tous très contents, ils sont ravis et ils veulent que vous reveniez, Jean-Pierre. Eh ben voilà. On reviendra. Ouais, bon, okay. Eh ben tant mieux. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes astrophysicien. Jean-Pierre Petit est avec moi. Merci 1000 fois, Jean-Pierre. De rien, merci. Au revoir. OVNI. Phénomènes paranormaux. Société secrète. Mystère des pyramides. Complot d'État. Big Brother. Témoignages. Révélations.
Tous les soirs sur Ado, Bob vous dit toute la vérité sur ce qu'on nous cache depuis trop longtemps. Et bien sûr, cet entretien que je viens d'avoir avec Jean-Pierre Petit sera réécoutable dès demain en podcast sur tous les moyens qui sont mis à votre disposition, l'appli mobile, mais aussi iTunes ou encore le site adofm.fr. Alors, sachez que la semaine qui se termine sera belle puisque demain, je vous parlerai du sixième sens, des intuitions, des perceptions à distance, de la télépathie. Et puis, la semaine prochaine sera magique. Croyez-le bien, le 28 mai, je vous dirai toute la vérité sur les grands médiums et notamment au Québec avec Serge Girard. J'aurai l'occasion également de recevoir Yves Coupry, co-auteur avec Egon Kragel du livre OVNI, enquête sur un secret d'État. On parlera également de la mort avec le docteur Laurent Alexandre. Ce sera une très belle semaine. Mercredi 29, gros plan sur les Illuminati avec Bernard Fontaine. Jeudi 30, sublime émission sur la saga Star Wars avec Paul-Georges Chansonetti. Et puis on ira également jeudi du côté de la transcommunication instrumentale. Vous voyez bien que chaque soir privilégie autre chose que du foot ou du cul. Il se dit ici ce que peu de monde ont osé aborder et a osé aborder en tout cas quotidiennement à la radio. Mon nom est Bob et je vous dis toute la vérité. Si vous ne connaissez pas Bob vous dit toute la vérité. C'est ça. Tout d'un coup, ma fille et moi, on se précipite sans raison connue sur la baie vitrée qui donne vers le sud. J'insiste bien, sans raison connue. Hein. Et pour assister à quelque chose d'extraordinaire, un nuage de points lumineux surgissant au-dessus d'une toile d'une maison proche. Et on remarque aussitôt que tous les points se dépassent, je vais dire, en phase. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir affaire à un seul objet sur lequel, je dis bien, il y aurait, supposition de ma part à ce moment-là, il y aurait des feux. La problématique qu'on a aujourd'hui de la divulgation, c'est que ça va faire tomber tous nos dogmes. Mais bien sûr. J'étais en train de fumer une clope sur mon balcon. Et en fait, j'ai vu une espèce de grosse lumière dans le ciel. Alors, je sais que c'est pas du tout un avion parce que bon, je sais quand même reconnaître les avions, la lune, les étoiles. Et là, pour le coup, c'était vraiment hyper étrange, comme une grosse lumière qui vient comme un angle droit. Enfin, je saurais pas trop comment expliquer. En fait, j'ai relevé la tête, j'ai rebaissé la tête, et au moment où j'ai relevé la tête, plus rien. Mais vraiment plus rien. J'ai vu une lumière, une masse dans le salon, une espèce de blanc translucide, quelque chose de lumineux. Et j'ai eu la trouille de ma vie. J'ai vraiment eu la trouille de ma vie. Je suis retournée en courant dans la chambre chercher mon copain qui dormait avec moi. Et quand il est revenu, quand il est arrivé avec moi dans le salon, il n'y avait plus rien. Au lycée, en fait, il m'arrivait beaucoup de choses. Et un jour, en fait, j'ai vécu 2 fois la même journée. Dès que je tourne le dos, si vous voulez, quand je m'endors, dès que je tourne le dos à la porte de ma chambre, j'entends comme toquer en fait sur le mur. Comme si on toquait une porte en fait. Depuis quelques temps, on va dire depuis un petit mois, j'ai l'impression j'avais une petite sensation entre les 2 yeux. Et quand je me suis renseigné, parce que je ne connaissais pas du tout, et en fait j'ai vu que c'était le 3e œil en fait. Ah bon? Voilà. Attends. Oui. On sent qu'on a le 3e œil? Oui. Dans un autre cercle, on a eu un phénomène de lévitation. Ah, alors non. Oui. Expliquez-moi, parce que alors là, ça me fascine, moi, la lévitation. On s'est soulevé du sol, hein, c'est un point précis. Retrouvez Bob sur les réseaux sociaux. En podcast sur adofm.fr et en best-of le dimanche sur Ado. 21h minuit.